Parfait. Donc, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Claude Demers, conseiller syndical. J'ai été le porte-parole sur votre table de négociation durant les 2 dernières années. Je vous ai préparé la toute dernière version des textes que nous avons envoyés à l'employeur. Il reste quelques modifications mineures qui n'ont pas encore été apportées au texte. On vous les donnera en temps et lieu quand j'aurai la dernière version finale. Je vous dirais que c'est des éléments comme à certains endroits, c'est écrit convention collective, donc ça va être écrit les dispositions locales de la convention collective pour les différencier des dispositions nationales. À l'intérieur de votre cahier, vous allez remarquer que j'ai installé des espaces notes dans les deux côtés. Ce sera pour mettre les références, soit les références aux dispositions nationales ou encore aux autres dispositions de votre convention locale pour aller référer. Exemple, les personnes inscrites sur la liste de disponibilité. Quand on parle des vacances pour ces personnes-là, on devra référer à l'article 11 où il y a un article précis, une clause qui traite de la prise des vacances pour les personnes inscrites sur la liste de disponibilité. Vous pourrez avoir ces annotations-là qui vous permettront de y réfléchir plus rapidement. Ma présentation aujourd'hui, écoutez, j'ai monté, les 2 jours sont prêts, donc inquiétez-vous pas, c'est modulable. Si jamais il y a des interrogations ou des choses qui sont plus présentes ou que vous voulez entendre parler plus que d'autres, je suis capable de moduler la formation, donc sans problème, je peux sortir de mon cadre. Cependant, nous avions déjà prédéterminé aujourd'hui qu'on vous parlerait des articles 6 pour les personnes inscrites sur la liste de disponibilité, l'article 7 qui est la mutation volontaire, donc l'article 9. C'est quoi 9? Horaire de travail. Horaire de travail. L'article 10, donc, qui est non, les aménagements, les modalités, la prise du temps supplémentaire et le rappel au travail. L'article 11, qui est les vacances. Et si je suis capable, d'ici la fin de la journée, j'aimerais bien vous traiter avec vous de l'article 1, qui est la notion de poste, qui est quand même là, assez importante, vu qu'on va traiter là, des nouveaux postes atypiques qui ont été intégrés dans la convention collective. Donc, comme je vous l'expliquais au tout début, juste pour faire le rapport, étant donné que tout le monde n'est peut-être pas au même niveau, votre convention collective se divise en 2 niveaux. Les dispositions nationales de la convention collective qui sont d'ordre général, tout ce qui touche au monétaire et les encadrements dits généraux, qui, eux, vont donner aux dispositions locales, donc donner 26 matières à négocier au niveau local, qui sont les dispositions locales de la convention collective que je vous parle aujourd'hui. 26 matières, dont ceux dont on vient de traiter là, ce matin, qui avaient été, en 2005, vous vous souvenez, par un décret déporté au local. Avant toute chose, votre convention collective, je vais vous demander tout de suite de l'ouvrir, tout de suite après la table des matières. Vous allez avoir des définitions. Vous retrouvez ces définitions-là dans vos 2 conventions collectives, soit dit en passant, au national et au local. On ne pense jamais de retourner aux définitions et pourtant c'est là où les parties se sont entendues pour donner une signification aux mots qu'on utilise dans la convention collective. Donc vous allez retrouver la définition de l'employeur, de l'établissement, du syndicat des parties, des installations, direction, je les saute très très vite. Des territoires, les territoires, je vous demande de porter une attention particulière. Le comité de négociation a été extrêmement méticuleux sur la particularité des territoires de Port-Neuf et de Charlevoix. Donc, Charlevoix, maintenant, vous avez une définition dont le territoire est divisé entre Charlevoix-Est et Charlevoix-Ouest. La convention collective le traite toujours de cette façon-là. Donc, que ce soit pour l'attribution des postes ou tout ce qui se passe, c'est soit dans Charlevoix-Est ou dans Charlevoix-Est. Il ne peut plus y avoir de mixitude entre les deux, sauf si les parties en conviennent autrement. Donc, c'est quelque chose qui a été convenu. 2 nouveautés dans lesquelles je dois absolument attirer votre attention, ce sont les groupes A et les groupes B. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous fais un petit historique avant de vous en parler. À la table de négociation, vous vous souvenez, nous représentons aussi les techniciens et les professionnels de la santé et des services sociaux. Ça devenait extrêmement complexe de tenter de trouver des clauses qui allaient s'adresser soit à tout le monde ou à un groupe plutôt qu'à un autre en ne traitant que des techniciens et des professionnels. Donc, à la table de négociation, on s'est mis à réfléchir et je suis quand même assez content de dire là, que le syndicat vous a proposé de dire, bien, si on y allait plutôt avec le type de travail que font ces gens-là, que ce soit techniciens ou professionnels, donc, vous allez retrouver qu'on les divisait en 2 groupes. D'origine, il y avait 3 groupes. L'employeur n'a jamais voulu avoir le groupe C, donc il a été intégré au groupe B, mais vous allez voir que dans la convention collective, il y a certaines particularités. J'y reviens. Groupe A,
On y va très simple, là, de façon générale, les personnes qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et comme vous allez voir dans la définition, c'est les personnes que, la dernière phrase, là, lorsqu'une personne salariée du groupe A s'absente, même pour une courte période comme un quart de travail, elle est généralement remplacée. Donc, le fait de ne pas remplacer cette personne-là va occasionner un bris de service à l'intérieur du service dans lequel elle travaille. Donc, prenons par exemple un éducateur en centre jeunesse. S'il ne rentre pas, il y a des jeunes qui sont tout seuls qui ne pourront pas être occupés. Donc, il y a là comme une urgence de faire la remplacement. Le groupe B, je me permets de vous le lire un petit peu plus. On entend par le groupe B les personnes salariées dont la nature d'un tâche implique un suivi de charge de cas. Donc, les personnes qui vont faire des dossiers. Une gestion, une implication dans des dossiers organisationnels ou transversaux. Ici, on commence à traiter beaucoup plus des personnes qui sont APPR, SAC, donc des personnes qui vont avoir des dossiers beaucoup plus d'études transversales. Des responsabilités particulières, on va ici parler des formateurs de formateurs ou encore là, de d'autres titres d'emploi très particuliers à l'intérieur de notre catégorie. Et ce qu'on vient dire à la fin, c'est que souvent, ces gens-là, lorsqu'ils s'absentent pour une courte période, comme un quart de travail, ils ne sont généralement pas remplacés sur leur quart de travail. Donc, travailleur social qui a une charge de cas, qui s'absente pour une journée, n'aura pas quelqu'un qui va venir le remplacer pour la journée pour prendre la charge de cas. Ça va? La logique a été instaurée de cette façon-là dans le canton-là. Donc, finalement, j'attire votre attention dans les définitions sur J pour le type d'horaire. Ça va être important d'avoir une attention particulière là-dessus parce que l'intention des parties n'a jamais été, je le mentionne ici, d'étirer les types d'horaires qui existent présentement à l'ensemble des gens de la catégorie 4. C'est quoi un type d'horaire? Les horaires culbutes du centre jeunesse et les horaires étalons qui existaient dans Charlevoix. Donc, là, je vais vous parler de plusieurs conventions parce que, je fais une parenthèse, on a travaillé là, pendant 2 ans à prendre tout ce qui existait dans les conventions collectives locales. On a essayé de ramener tout ce qui était le meilleur dans chacune des conventions, puis d'en trouver une application dans votre nouvelle disposition locale. Ce qui fait qu'elles sont vraiment beaucoup plus imposantes et impressionnantes que ce qui existait avant, et que vous allez retrouver plein de choses qui avant n'existaient pas dans vos dispositions parce qu'ils s'adressent à certaines catégories d'emploi. C'est quoi l'horaire culbute du centre jeunesse? L'horaire culbute est assez simple. Au centre jeunesse, c'est l'éducateur qui va coucher les enfants le soir. Dans son horaire, c'est lui qui va venir les réveiller le lendemain matin. C'est ce qu'on appelle la culbute. Donc, et ça va leur faire des horaires qui sont assez atypiques sur 4 semaines, où ils vont avoir des semaines beaucoup plus d'heures, des semaines qui vont avoir moins d'heures, mais qui au final vont se retrouver avec le même nombre d'heures que quelqu'un, et ce qui leur permet aussi d'obtenir le fait de travailler une seule fin de semaine sur 3, je ne me trompe pas. Donc, il y a certains avantages et inconvénients. C'est quelque chose qui a été mis en place depuis très longtemps. Bien, franchement, on n'a pas retrouvé les traces de l'entente qui a été signée pour ce type d'horaire-là. Ça existe depuis... C'était dans le temps où ils négociaient ça sur le coin d'une table de mémoire d'homme là, avec un napkin. Là. Fait que ça dure. Sauf que c'était quelque chose qui était très important, autant pour le personnel du centre jeunesse que pour l'employeur, à cause du service que ça a pour les enfants. Vous comprenez que le fait de les lever, de les coucher, permet une stabilité, mais ça permet aussi aux éducateurs de travailler seulement une fin de semaine sur 3, donc ce qui est intéressant. L'horaire étalon de Charlevoix, c'est un horaire, ce sont les 2 types d'horaires qui ont été négociés, soit dit en passant, il n'y en a pas d'autres. C'est un type d'horaire qui permet d'avoir des échelonnements différents en fonction du nombre de semaines et du nombre de jours, qui permet de modifier, moduler l'horaire de travail. Ça veut dire que les gens n'ont pas toujours le même horaire. Des fois, tu vas faire 40 heures, des fois, tu vas en faire 35. Donc, ça va jouer comme ça là, d'une semaine à l'autre. Les types d'horaires sont maintenant constitutifs du poste. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être modifiés, intégrés ou changés tant que ça n'a pas été fait. Et vous allez voir là, que l'horaire dont l'étendue et la répétition couvre plus d'un quart de travail ou plus d'une semaine de travail. Il s'agit d'un horaire stable basé sur les besoins du service à la clientèle cherchant à favoriser la rétention du personnel. Le type d'horaire déjà convenu entre les parties, donc j'attire votre attention sur déjà convenu entre les parties, se retrouve aux clauses 9.23 et 9.24. Ce sont les 2 types d'horaires que je viens de vous parler. Vous pourrez l'écrire étalon et culbute. Les autres types d'horaires existants au moment de la signature des dispositions locales de la convention collective continuent de s'appliquer. Le syndicat ici a demandé, dans les équipes de travail où elles existent déjà, devraient se retrouver en supplément ici, pour s'assurer que l'employeur ne tire pas ce type d'horaire-là sur des postes sur lesquels il n'existe pas. Est-ce que ça va? Parfait. Quand tu parles, Claude, juste ici, là,
sont constitutifs du poste, tu parles de culbute et des talons. Le type d'horaire est constitutif du poste. Le type. Mais il n'en existe que 2 qui ont été convenus entre les parties présentement, et ce sont l'horaire culbute et l'horaire étalon. Et ils ne sont pas étendables, c'est-à-dire que l'employeur ne peut pas prendre l'horaire culbute du centre jeunesse et l'amener à l'hôpital Jeffrey Health. Il ne peut pas faire ça. Il doit rester dans les endroits où ils ont été convenus. Puis je voulais juste aussi préciser que ça ne veut pas dire que, comme l'horaire est constitutif, parce que l'employeur peut toujours modifier les horaires à ses jours d'avance. Je ne veux pas mélanger les affaires. Tout à fait, effectivement. Donc, merci beaucoup, Denis. Le fait qu'un horaire, même le quart de travail, soit constitutif du poste, ça n'empêche pas un employeur de modifier un horaire de travail à 7 jours d'avis. On va le voir plus tard. Ça va? Donc, comment... En fait, juste pour repréciser, le quart de travail étant constitutif, on a un quart de jour. Okay? Donc, la personne salariée, l'employeur ne peut pas dire, ben là, tu travailles, tu as un quart de soir qui va débuter à 8 heures. Il ne peut pas le faire. Il peut dire, par exemple, modifier l'horaire à l'intérieur du quart de jour. Mais si vous permettez, je vais y revenir quand on va arriver à l'article, parce que sinon on embarque dans... Je voulais juste rester là dans les définitions. Donc, je voulais vous ramener à ce qui était défini dans la convention collective. Comment on lit une convention collective maintenant? Ça peut sembler bien spécial, là, mais c'est juste de se donner comment une convention collective s'est construite. Au niveau légal, pourquoi c'est fait comme ça? Vous allez avoir d'abord les articles. Alors, un article là, 19 ou 20, vous allez avoir l'article 11. C'est un article qui encadre, donc dans lequel on a inclus tout ce qui touche un sujet de façon majoritaire. Donc, l'article 11 pour les vacances. On va venir inclure tout ce qu'il y a dans les vacances, et ça se peut qu'il y ait des éléments de d'autres articles qui se retrouvent. Exemple, l'article 11 va constituer, on va traiter des vacances pour les personnes inscrites sur la liste de disponibilité. Parce que le sujet principal n'est pas la personne inscrite sur la liste de disponibilité, mais la prise de vacances de cette personne-là. Donc, c'est de cette façon-là que c'est construit. Vous allez avoir les titres à l'intérieur de la Convention. C'est assez nouveau parce que ça n'existait pas. Nous avons beaucoup insisté pour obtenir ça. Maintenant, vous avez tout plein de petits titres en noir qui facilitent la recherche à l'intérieur d'une convention collective. Quand vous avez le titre n'indique pas une valeur à la clause. Donc, vous ne pouvez pas utiliser le titre, puis ça, je l'ai dit parce qu'au niveau légal, les arbitres vont se prononcer des millions de fois là-dessus. Le titre ne fait pas état de la clause, mais il ne fait qu'identifier d'une façon bien simple de quoi on va traiter dans les clauses qui vont suivre. Jusque-là. Par la suite, vous allez avoir les clauses 6.01, 6.02. Ça, c'est les numéros qui vont identifier des sujets. Il est possible que dans une clause 6.01, vous ayez 4 paragraphes. Ces 4 paragraphes-là traitent de la clause. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas extraire, tu montres très rarement, là, un paragraphe pour lui donner une fonction générale dans la convention collective s'il n'a pas un numéro. Le numéro vient dire que votre clause, elle s'adresse à la convention collective et que le paragraphe qui suit vient définir ou donner une exception à la clause. Là, je vous prends n'importe quel exemple, là, le plus facile. Je vous amène à 6.47, vu qu'on va faire l'article 6 en premier. Bon. Au surcroît de travail, il y a un projet spécial peut survenir. Bon, voyez-vous, ça c'est l'aspect principal. Et après, on amène l'affectation sur quoi le projet spécial est effectué suite à un appel de candidature. On vient définir de quelle façon on va appliquer le paragraphe qui est au-dessus. Ça va toujours être de cette façon-là, du moins en souhaitant qu'on ait toujours suivi cette chose. Donc, vous avez le paragraphe et finalement, vous avez les alinéas qui sont souvent les petits picots ou autres éléments. Chose importante dans les alinéas, dans une convention collective, il y a une différence entre un picot et une numérotation. Quand vous avez des picots, il n'y a pas de hiérarchie entre les éléments qui sont nommés dans votre clause. Quand il y a une numérotation dans une clause, et on s'est astiné là-dessus, il y a une hiérarchie, donc le 1 indique que ceci doit être fait en premier, puis par la suite le 2 en deuxième, et par la suite le 3 en troisième, et ainsi de suite. On ne peut pas dire, moi je veux le 4. Le 1 devra d'abord et avant tout être fait, surtout pour l'obtention des postes, vous allez voir ça, l'obtention des affectations, vous allez avoir une hiérarchie dans ce qui se fait indiquer. Au final, vous avez les lettres d'entente qui se retrouvent à la fin de votre convention avec les arrangements locaux et les annexes. Là, c'est ici, vous allez voir l'annexe.
Alors, les arrangements locaux, c'est quoi? Les lettres d'entente, les annexes, ce sont des éléments sur lesquels on veut porter une attention particulière, mais qui sont déjà prévus dans la convention collective. Exemple, votre annexe 1, à la toute fin de votre convention collective, vient parler de comment l'employeur a le droit de faire les postes atypiques. C'est un format tableau qui vient définir l'article 1. Donc, quand on veut y référer d'une façon plus simple, parce qu'il est quand même assez lourd à lire l'article 1, vous allez vous en rendre compte tantôt. Les lettres d'entente, ce sont des éléments sur lesquels les parties se sont soit donné des mandats de travail dans le futur, ou encore des éléments sur lesquels nous nous sommes entendus pour effectuer un travail. Exemple, les exigences sur les postes, les parties se sont entendues, puis vous allez le voir dans la lettre d'entente, qu'une expérience qui peut être acquise d'une façon normale sur un poste ne peut pas constituer une exigence sur un poste. Donc, on ne pourra pas demander avoir un an d'expérience sur tel type de clientèle, étant donné que l'année d'expérience, on considère que c'est quelque chose qui s'acquiert normalement en occupant le poste. Les parties se sont entendues sur ça, vous allez le retrouver à l'article. Ça va? Et les arrangements locaux, c'est quoi? Dans vos dispositions nationales, il y a 26 matières qui sont traitées au local. Vous savez que vos matières locales ne pourront, sont à vie plus 100 ans, à moins que les deux parties soient d'accord pour les négocier. Il y a une petite partie qui s'appelle les arrangements locaux. Exemple, la banque de temps supplémentaire pour les techniciens est un arrangement local. C'est quoi un arrangement local? Lorsque les dispositions nationales de la convention collective tombent, donc à la date de fin qui va être bientôt vu qu'on renégocie, les arrangements locaux peuvent être renégociés par les parties locales, ce qui ne peut pas l'être pour les dispositions locales. Nous avons choisi de les faire de deux façons, les arrangements locaux. Vous avez une partie arrangement local. Juste une petite question. Quand tu dis peuvent être ou j'avais dans mon interprétation, ils tombent, on doit les renégocier. C'est peuvent être. Okay. Parce qu'on peut décider de les laisser continuer s'appliquer tel quel. D'ailleurs, c'est un peu ce que les parties ont décidé de faire parce que vous avez les arrangements locaux à la fin de la convention collective. Exemple, là, ce qui constitue le fonctionnement du CLAC, le Comité local d'amélioration continue. C'est un arrangement local qui a été mis à la fin. Tandis qu'à la banque de temps supplémentaire, on l'a mis à l'article 10. On va retrouver, là, vous allez le voir tantôt, on va retrouver, c'est écrit à côté arrangement local, mais les parties ont décidé de l'inclure dans la disposition locale parce qu'on s'est dit, on ne va pas renégocier ça aux 4 ans ou 5 ans. On trouve qu'on a une belle banque. Là. Tu sais, les parties ont fait, c'est une belle clause, on trouve. Donc, laissons-la là. Puis si jamais les parties, une des deux parties, ils voient une problématique, on la gérera à ce moment-là. Ça va? Questions, commentaires sur l'introduction? Vif du sujet. L'article 6. Alors, je vous amène à l'article 6. Hey, il est fin, hein, Billy Sam, il me l'a même paginé, j'adore. Peut-être pendant ton message, nous allons avoir le nouveau formulaire d'expression de disponibilité. Là. On devrait l'avoir disponible cette semaine. Il va nous être présenté. Fait que, voilà. Donc, là, j'ai pas l'intention de vous faire la lecture des dispositions locales au complet. OK, on va y aller là, avec seulement les éléments d'interprétation. Les questions de compréhension, vous pouvez les poser au fur et à mesure, j'ai pas de problème. Pour les questions d'interprétation, j'aimerais vous dire qu'une convention collective, là, c'est pas le droit de toute façon, en général, c'est pas une science exacte. C'est pas des mathématiques. On n'arrive pas avec un 2 plus 2 fait 4 systématiquement tout le temps. Et malheureusement, c'est tellement inexact que pour une même clause, on peut avoir deux interprétations de deux arbitres différents dans deux situations différentes qui nous disent deux choses complètement différentes. C'est ce qu'on appelle les courants jurisprudentiels. Donc, on a un courant qui va d'un côté et celui qui va de l'autre pour exactement la même interprétation d'un article. Ça va jusque-là. Donc, ça se peut que notre interprétation ne soit pas la même que celle de l'employeur. Si on n'arrive pas à s'entendre, c'est souvent là qu'on dépose un grief pour dire, écoute, on conteste ton interprétation parce que nous, le contrat de travail qu'on a signé, c'est pas ça qu'on dit. Et on va le faire arbitrer par un arbitre à ce moment-là. Ça va? Ça va arriver, là. C'est tout nouveau, tout chaud. Et je pense que partout, là, vous avez vu que l'employeur fait des interprétations, il fait des clauses, des graphiques ou des trucs là, pour faire n'importe quoi avec les dispositions locales pour qu'il se donne le moins de troubles possible. Je vois l'article 6, c'est l'article qui est le plus lourd dans votre convention collective, le plus long,
est celui qui va vous occasionner le plus de casse-tête, j'imagine, étant donné qu'il traite des personnes qui sont inscrites sur la liste de disponibilité. Il y aura maintenant une hiérarchisation, vous allez voir dans la liste de disponibilité, on va le voir au fur et à mesure. Donc, à l'article 6.01, vous allez voir à quoi ça sert la liste de disponibilité. C'est un article qui existait déjà dans toutes vos dispositions locales, là, qui dit que la liste de disponibilité, ça sert à faire les remplacements, les surcroîts de travail, tous les remplacements, etc., là, qui peuvent exister. C'est à ça que ça sert la liste de disponibilité. À 6.02, ben, vous allez retrouver les personnes salariées inscrites sur la liste de disponibilité. C'est tout le monde. Nous avons pris la peine d'indiquer une chose, c'est-à-dire que vous retrouvez au point A les personnes qui sont inscrites au SNMO. Il n'apparaissait pas dans les anciennes dispositions locales ou à très peu d'endroits. Et les gens faisaient, ben là, comment ça que c'est elle qui a obtenu le poste, elle n'est pas inscrite. Puis le SNMO, là, ils ont une priorité. Donc, ils vont passer avant les personnes inscrites sur la liste de disponibilité parce qu'ils sont en protection salariale. Ça va pour tout le monde, un SNMO? Oui. Articles 15 et 16 de vos dispositions nationales. Dans le 6.03, priorité lors des affectations, j'attire votre attention, là, ici, c'est très important. Qui va avoir priorité avec une hiérarchisation? Donc, l'attribution des affectations se fait selon l'ordre de priorité suivant. Dans un premier temps, les personnes qui ont des postes atypiques. On en a déjà parlé dans quelques reprises. C'est quoi une personne qui a un poste atypique? C'est des postes, exemple, qui ont été traités, qui ont été créés pour faire de la surdotation. Donc, dans une équipe de travail ou dans 3 équipes de travail, j'ai créé un poste en surcroît, temps plein, 35 heures. Et ce poste-là ne fait que les remplacements dans ces 3 équipes de travail-là. Il est prévu là-dedans. Donc, il va être prioritaire pour effectuer les remplacements dans ces équipes de travail-là, pour assurer une stabilité aux personnes de l'équipe, assurer une stabilité à la clientèle, puis lui assurer une stabilité aussi à cette personne-là, étant donné qu'elle est toujours dans les mêmes équipes de travail. Quand elle occupe un poste en remplacement et qu'il n'y a plus personne d'autre, là, on va aller chercher la liste de priorité. Ça va? Oui. Mais comme justement, le poste atypique ne devrait pas être écrit comme poste atypique dans son service aussi, au même titre que le temps partiel prioritaire dans son service? Non, parce que le poste atypique est défini dans l'article 1 de quelle façon il fonctionne. Fait qu'on n'a pas besoin de revenir le définir ici. On va le revoir tantôt dans l'article 1. C'est super intéressant comme commentaire. Tandis que le temps partiel, il faut venir le définir parce que vous allez voir que c'est pas partout. Le temps partiel est un petit peu partout dans toutes les clauses de la convention collective. Donc ici, on vient de définir que celui qui est prioritaire dans son service, c'est celui qui a une partie de poste atypique à l'intérieur de son poste. Peut-être en complément, c'est que le poste atypique qui est affiché selon les règles prévues à la mutation volontaire avec ce qui est constitutif du poste. Oui, puis le poste en partiel, plus tard, il va être défini au niveau des affectations. Le temps partiel, là, il va être prioritaire dans son service. C'est-à-dire que je ne veux pas embarquer dans les temps partiels tout de suite, mais vous allez avoir 2 types de temps partiel. Vous allez avoir le vrai temps partiel qui, moi, je veux faire juste 3 jours puis je fais rien d'autre. Moi, je vais être à temps partiel. Ça, c'est important. Dans le fond, versus un poste. Non, lui, il a un poste qui est 3 jours semaine, puis c'est ça qu'il veut. Puis dans notre catégorie d'emploi, nous, ce qu'on a compris, c'est que des gens dans la catégorie 4 veulent être à temps partiel. C'est pas un effet maléfique pour eux, c'est même bénéfique. Ils désirent avoir des postes à temps partiel. C'est quelque chose qui existe chez nous. Vous avez l'autre partie de ceux qui a, moi j'ai un poste à temps partiel, mais j'offre mes disponibilités, mes 2 autres jours. Donc là, ces 2 jours-là, je vais être prioritaire dans mon service et vous allez le voir dans l'obtention plus loin. OK? Vous allez le voir plus loin, cette chose-là. Vous allez avoir le poste, que je vais y revenir plus tard, je vous en parle même pas de suite. On va les définir après. Oui? C'est pour en haut, dans le fond, c'était juste pour être sûr, là, quand ils disent les personnes salariées qui ont démissionné de leur poste pour s'inscrire sur la liste de dispo, parce qu'il n'y a pas de pénalité pour les gens qui... Ça n'existe plus les pénalités, mais je vais y revenir aussi plus tard. Et maintenant, une personne qui n'est pas heureuse peut démissionner. Vous allez même voir qu'elle peut quitter une affectation plus tard. Et elle se retrouve inscrite sur la liste de disponibilité. OK? Et il n'y a pas de disponibilité, il n'y a pas de faut que tu restes 2 ans plus 6 mois dans le purgatoire, là, ça n'existe plus ça. C'est terminé. Donc, ça va. Donc, priorité, poste atypique, les SNMO. Là, vous allez dire, mais ils sont en priorité d'emploi. Pourquoi? Parce que l'employeur au niveau local s'est engagé à payer ces gens-là 35 heures. Mon SNMO, mon poste atypique, là, il y a un poste. Il y a une garantie d'emploi de 35 heures. Fait qu'il faut qu'il travaille en premier. Ça va?
temps partiel et finalement les personnes salariées qui sont inscrites sur la liste de disponibilité. Je vais utiliser, là, je sais qu'il y en a ici qui détestent le mot PSILD, là, PSILD, parce que c'est l'abréviation. Fait que je vais utiliser les personnes salariées inscrites sur la liste de disponibilité chaque fois que je vais avoir à parler de ces gens-là, plutôt que de vous dire l'abréviation, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Mais, et ça va être important pour moi de l'utiliser comme ça plutôt que les TPO, parce que pour moi, une personne à temps partiel ou occasionnel, d'ailleurs, ça n'existe pas dans vos définitions, dans vos conventions collectives, mais en plus, ça a une autre signification à l'intérieur des dispositions locales. Je me demandais, Oui. est-ce qu'on pourrait, les gens pourraient noter leurs questions, puis on va faire, tu sais, je prends un exemple. Tu sais, dans le fond, que tu dis, on va y revenir, on va passer, je pense, article par article, noter toutes vos questions, puis suivant la présentation par Claude de l'article, on va répondre aux questions. Ça vous va-tu? Oui. Parfait. Mais à la fin complètement de l'article 6, ben c'est loin, là, c'est long. Ben moi, l'article 6, je vais faire des pauses, je vais le séparer C'est en ça. 3, là, je le connais quand même assez bien. Donc, comment il fonctionne, là? Un article, là, de la façon dont c'est construit, on part toujours du général vers les exceptions et les particularités. Fait que plus vous cherchez quelque chose de pointu, là, exemple, là, une personne qui a 3 ans, 2 ans et un quart avec un bouton rouge dans le front, c'est quoi ce qui va s'y arriver? Ben, ça va être à la fin, fort probablement. Tandis que si vous cherchez les techniciens, c'est quoi qui leur arrive? Ben, ça va être au début. OK? 6.4, modalité d'inscription sur la liste de disponibilité. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait pour être inscrit sur la liste de disponibilité ainsi que les disponibilités minimum. Ce que vous avez à retenir à 6.04 dans la première phrase, ce qui est général, c'est qu'une disponibilité minimum est d'au moins 2 jours par semaine, donc une fin de semaine sur 2, là où le besoin le justifie. Vous comprendrez que s'il n'y a pas de fin de semaine de fait dans votre service, la fin de semaine ne sera pas obligatoire. Donc, tout ce qui est CRDI, centre jeunesse, c'est automatiquement une fin de semaine sur 2. Pour les gens qui sont en CLSC, hôpitaux, institutions, les disponibilités vont être autres. L'employeur a le droit de demander une disponibilité moindre que celle qui est octroyée. Je m'explique. Vous avez un psychologue qui, lui, là, il est prêt à travailler, mais une journée semaine. Ben, il a le droit de donner juste une journée de disponibilité semaine pour effectuer le remplacement, un congé, quelqu'un qui prend un différé. Donc, c'est autorisé dans la convention collective. Le deuxième paragraphe, là, on ne savait pas comment le traiter parce qu'on n'a pas encore eu la liste des services. Je m'explique. Il fallait être en mesure d'encadrer l'employeur dans le nombre de services maximum qu'une personne doit donner comme disponibilité. Étant donné qu'on ne les avait pas, dans certains, c'est facile, il y en a un service. Mais dans d'autres, là, écoute, il y en a une panoplie de services dans lesquels on peut être inscrit. Donc, dans ce qu'on disait, c'est que l'employeur a le droit d'exiger un minimum de 2 services dans lesquels vous devez être disponible, mais il ne peut pas exiger un nombre de services qui dépasse 35% du nombre de services dans la direction. Donc, si j'ai 10 services, il ne pourra pas exiger plus que 3,5 services. Donc, 3, là, on arrondit. Nous, on va toujours arrondir au plus bas dénominateur commun. L'employeur va toujours arrondir au plus haut dénominateur commun. Et nous devrons nous entendre, étant donné qu'on a été sur 1,5 ici, pour voir de quelle façon on va l'opérer. Ça va jusque-là. C'était pour être capable d'avoir un ordre de grandeur pour pas qu'une personne se retrouve à être obligée de donner plein de disponibilité dans des endroits où elle n'a pas le goût d'être disponible. Donc, vous avez la phrase suivante qui dit que l'employeur peut accepter dans une disponibilité même. Temps partiel. Dans tous les cas, un salarié qui est titulaire d'un poste à temps partiel, sa disponibilité, elle est diminuée du prorata du nombre de jours qu'elle a déjà effectué dans le service. Vous comprendrez que c'était une phrase qui était déjà là dans vos anciennes dispositions locales. Ça ne change absolument rien dans la façon de le traiter. Ça va-tu jusqu'à maintenant? OK. Tout le monde me suit? Oui. Wow, c'est top. La personne salariée qui est inscrite à plus d'un type d'emploi dans l'intérieur de la catégorie d'emploi, elle a un type d'emploi qui sera prioritaire. Donc, si moi je suis technicien en service social, mais que j'accepte d'aller faire comme éducateur dans un service, ben, je vais quand même être prioritaire dans mon type d'emploi de travailleur social. Mais je pourrais tout de même être inscrit sur une autre liste d'emploi, dans un autre type d'emploi, si j'ai les compétences naturellement pour effectuer ces choses-là. C'est vrai? Ça va? Donc, ça va.
il est super important de vous dire qu'une personne peut aussi s'inscrire sur une autre catégorie. Exemple, je suis éducateur, mais je peux aussi être PAB. Donc, je m'en vais comme préposé aux bénéficiaires dans la catégorie 2. Tant aussi longtemps que je n'accepte pas un remplacement à long terme, je reste disponible dans la catégorie 4. Mais si j'accepte, puis ça c'est important de le dire à votre monde, un remplacement à long terme dans la catégorie 2, je ne suis plus disponible pour obtenir des remplacements dans la catégorie 4. Fait que là, il se coupe de quelque chose d'important, étant donné que le salaire n'est pas le même. Nous avons tenté de le négocier autant comme autant avec l'employeur. Il n'a pas voulu, parce qu'il ne veut pas déshabiller Paul pour habiller Pierre, en tout cas, la fin de même. Fait que ce qu'on a dit, dites à notre monde que dans les autres catégories que la leur, là, on n'accepte pas de remplacement à long terme. Non. Sinon, ils vont perdre leur priorité d'emploi dans la catégorie. Là, si j'ai une question sur là-dessus, il faut que j'attende. Prends la note. On va revenir après. Moi aussi, je vais revenir. Ça va pour ça. 6.05, ben c'est, ce que ça vient dire, c'est que vous devez exprimer votre disponibilité en fonction du formulaire qui sera transmis par l'employeur. Modalité des disponibilités à 6.06. Donc, qu'est-ce que ça dit cet article-là? Ça dit que pour mettre vos disponibilités à la hausse, vous pouvez le faire n'importe quand dans l'année. Donc, à partir du moment où je vais augmenter mes disponibilités, rajouter un service, rajouter un quart de jour de soir, je le fais n'importe quand et il est opposable à l'employeur 7 jours après la réception de la modification. Ça veut dire quoi opposable? Ça veut dire, moi j'avais 2 jours semaine de disponibilité comme éducateur, pouf, je passe à 7 jours temps plein, 2 quarts, 2 soirs. Ben, je vais pouvoir déposer des griefs à l'employeur sur l'obtention des remplacements 7 jours après ma date. Donc, si je l'ai fait le 10, le 17, je vais pouvoir déposer un grief. Dans les premiers 7 jours d'augmentation de ma disponibilité, je ne pourrais pas, l'employeur il va l'utiliser le plus rapidement, mais l'employeur il a 7 jours pour s'assurer qu'administrativement parlant, il te donne dans ton rang d'ancienneté les remplacements auxquels tu as droit. Vous me suivez jusque-là? Parfait. Pour diminuer ma disponibilité, l'employeur va le faire 4 fois par année. Donc, 4 fois par année dans des dates qui seront entendues, c'est le deuxième alinéa. L'employeur va envoyer un calendrier pour dire, ben, à telle date, là, vous avez 2 semaines pour ceux qui veulent modifier ou changer leur disponibilité pour les amener à la baisse. Malgré ça, au point A de la page 24, une personne salariée pourra modifier sa disponibilité à la baisse à l'extérieur des 4 semaines pour un motif qui ne peut pas attendre la période de changement. Et ça a l'air anodin, cette clause-là, là, mais je vous dis, ça a été des jours de négociation pour obtenir cette clause-là, d'une modification à la baisse pour un motif qui ne peut pas attendre. L'employeur en voulait. Oui. Quand tu dis qu'il n'en voulait pas, c'est ça, il n'a même pas été prévu de liste, tu veux dire, pour études, pour n'importe quoi, ça laisse encore une zone. Plus tard. OK. Ça, c'est vraiment un motif qui ne peut pas attendre, donc c'est ce qu'on s'est entendu, puis vous comprendrez que n'importe quel motif là, qui est jugé sérieux pourra le permettre. Puis on dit qu'un employeur fournit le calendrier. Non-disponibilité, écoutez, ça c'était une demande qui avait été faite par les membres, c'est-à-dire d'une personne qui est inscrite sur la liste de disponibilité, qu'elle puisse avoir des sans-soldes. C'est-à-dire qu'elle puisse elle aussi pouvoir être non disponible. Donc maintenant, vous avez cette possibilité-là pour les personnes inscrites sur la liste de disponibilité de se mettre non disponible pour une période consécutive de 3 mois maximum. OK? À l'exception, ça là, c'est partout. Les personnes sur la liste de disponibilité, là, exception dans les fêtes, période estivale, semaine de relâche. Ces 3 périodes-là, les personnes inscrites sur la liste de disponibilité doivent donner des disponibilités. C'est obligatoire. Vous comprendrez que l'autorisation des vacances, la prise de remplacement pour les personnes salariées titulaires de poste est tributaire de ces personnes-là qui sont disponibles. Donc, si on autorise ces gens-là à prendre des vacances dans les périodes d'été puis aux fêtes, bien, ceux qui vont être retenus au travail, de facto, parce que c'est vous qui avez ces obligations-là, ce sera les titulaires de poste. C'est une équation qui est assez simple. Donc, sinon, ils peuvent prendre 3 mois de sans-solde. Et ça, il n'y a pas de raison à donner. Hein. On fonctionne avec les dispositions de l'article 12 que vous allez voir plus tard. L'article 12, c'est les sans-soldes. Il n'y a plus de raison à donner pour prendre un sans-solde maintenant dans vos dispositions locales. Ça n'existe plus.
C'est 3 mois par année? C'est 3 mois. Toute l'année. Pour les raisons prévues à l'article 12. Donc, Jusqu'à 3 mois. jusqu'à 3 mois, on va le voir dans l'article 12, les modalités qui vont s'appliquer pour ce type de congé-là. OK? Parce que vous avez un autre article qui traite vous pouvez l'inscrire ici, la non-disponibilité. Inscrivez qu'à l'article 12, pour les personnes qui ont 5 ans et plus d'ancienneté, qui sont toujours sur la liste de disponibilité, ils ont accès à l'article 12, ces personnes-là aussi. Ça, c'est vraiment juste une non-disponibilité. Donc, dans mon horaire de disponibilité, je dis, moi, le mois de novembre, je ne suis pas disponible, j'ai le droit. Ça va? Disponibilité dans plus d'un établissement, c'est un article qui existait dans toutes vos conventions collectives, donc ça veut dire si je travaille sur la Rive-Sud et que j'ai obtenu un remplacement de 2 ans, ben, j'ai le droit de me mettre disponible ici, tout simplement. Alors, disponibilité pour études. Donc, vous avez le droit de vous mettre, question de Xavier, non disponible pour une période d'études, en autant que vous fournissiez la preuve que vous avez étudié et que vous êtes inscrit à 3 cours durant la session. Cependant, si vous êtes une personne inscrite sur la liste de disponibilité comparativement à un titulaire de poste, vous devrez donner des disponibilités aux fêtes, à la semaine de relâche et à la période estivale. Une période titulaire de poste qui fait un retour aux études n'a pas cette obligation-là. Elle sera encouragée, vous allez le voir à l'article 12, mais elle n'a pas l'obligation. Tandis que la personne inscrite sur la liste de disponibilité a cette obligation-là d'être disponible pour obtenir le sans-solde pour études. Particularité pour la saison estivale et le temps des fêtes. Donc, ici, là, on vient traiter des blocs de remplacement. C'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup plus pour le groupe, pas beaucoup plus en fait, qui est exclusif au groupe A, les blocs de remplacement. C'est quoi un bloc de remplacement? C'est dans une RAC, j'ai plusieurs éducateurs qui vont partir en vacances, qui vont constituer pendant presque 3 mois des remplacements. Donc, plutôt que de les donner remplacement par remplacement, l'employeur va constituer un bloc de remplacement du mois de, exemple, mai au mois de septembre pour une seule et unique personne dans le même endroit, même période, sur le même horaire. Donc, ça va constituer un bloc de remplacement. La personne va savoir que pour les 3 prochains mois, ben, voici mon horaire de travail pour la période estivale, dans les remplacements, toujours à la même place, pour assurer une stabilité, autant pour la clientèle que pour la personne salariée. Ça va, donc, l'article 6.06, si vous voulez le lire, c'est de quelle façon on va construire les blocs. 6.10, excusez-moi. Les blocs. Ces blocs-là peuvent être construits pour la période estivale et pour le temps des fêtes aussi. Puis c'est l'employeur qui les fait. C'est l'employeur qui les fait. Il les attribue. Ça va? Les affectations à long terme. Donc, lorsque survient pendant un bloc d'attribution une affectation à long terme, je m'explique. Moi, je suis éducateur, je suis sur un remplacement, sur un bloc de remplacement à la RAC X. Puis là, mon remplacement va jusqu'au mois de septembre. Puis pouf, le 24 juin, il y a un super beau remplacement, retrait préventif avec un congé de maternité de 3 ans. C'est super beau comme remplacement. Puis il devrait me revenir à moi. Ben, je vais terminer mon bloc de remplacement et à la fin de tous les blocs de remplacement, pour tout le monde, tous les éducateurs qui sont sur des blocs de remplacement, l'employeur va attribuer tous les remplacements à long terme en fonction de l'ancienneté à chacune des personnes à qui il revient à ce moment-là. C'est différent de la préaffectation. Vous me suivez? Donc, tous les beaux remplacements à long terme ne seront pas attribués en fonction de qui est disponible durant l'été. Donc, parce que l'été, c'est souvent les personnes qui n'ont pas de bloc de remplacement. Pour s'assurer que l'éducateur va obtenir à son rang d'ancienneté le beau remplacement, ceux-ci vont être attribués de façon temporaire à des personnes pour le remplacement jusqu'en septembre. Et quand tous les blocs de remplacement se seront terminés, il y aura une réaffectation par ordre d'ancienneté en fonction des remplacements qui seront offerts et de vos disponibilités à tous les éducateurs par ordre d'ancienneté. Ça marche pour les professionnels aussi? Ben, vous n'avez pas de bloc de remplacement, donc pour vous, ils vont être attribués automatiquement. Non, vous n'avez pas de bloc de remplacement. Tu vas comprendre pourquoi. Je vais juste spécifier. Oui, ça marche pour les professionnels aussi. Je dis n'importe quoi, Julie.
T'as raison, il y a des blocs de remplacement chez vous aussi. Ouais, mais ça amène des changements de chaise quand même. Je en m'excuse. septembre. Là, j'ai mêlé préaffectation et bloc de remplacement. Oui, Julie, ça fonctionne pour toutes les personnes de la catégorie 4, ce que je viens de dire là. Je vais juste dire, en fait, ça fait en même temps avec le mouvement avec les postes. Donc, ça fait que tout le monde bouge en même temps. Tout le monde bouge en puis même temps. Exact. C'est comme ça, D'accord? Prends-tu des questions, là? Ouais, on pourrait arrêter là avant d'embarquer dans les procédures. Hein? Oui, je vais prendre les questions là. Parfait? Prends-tu les noms? Oui. J'ai 3 questions. OK. Répondre, je vais prendre la liste, là, puis après ça, je vais commencer. Bon, Mira, Emmanuel, je t'ai pas dit Michel, mais tu sais, Michel. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre? Xavier? OK, on va y aller de même, après ça, on en reprendra une série. De façon générale, là où ce qu'il y a des blocs de vacances, on met en place des blocs de vacances, c'est principalement pour le groupe A.